Alors, dans le projet effectuel impact, donc on se repose sur les méthodes effectuelles. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui sur ce que c'est. Aujourd'hui, on va vous expliquer 3 clés introductives qui ont en commun de montrer des opportunités cachées. On voit que chacun change le monde à son échelle. C'était aussi une des volontés du projet effectuel impact. Et ici, on a en face de nous des gens qui sont bien dans leur peau parce qu'ils agissent. Ils ne sont pas restés bloqués. Enfin, même si Clément regrette justement d'avoir été resté bloqué justement pendant un temps sans avoir agi, eh ben on voit que la mise en action les rassure. Et bien sûr, ils sont inquiets pour l'avenir de la planète, mais ils ont choisi d'agir parce que ce sont des projets entrepreneuriaux qui leur ressemblent. Alors, Dominique, déjà, avant de rentrer dans les clés, je pense qu'on peut démonter 4 mythes liés à l'entrepreneuriat. Est-ce que tu peux en parler? Alors oui, je crois que en fait, ces 4 mythes ont été très, très apparents dans le discours des entrepreneurs. Le premier, c'est de dire qu'en fait, il n'est pas nécessaire d'être Elon Musk pour entreprendre. Il faut juste la volonté de se lancer. Et on peut presque dire que se lancer, ça leur a fait du bien. C'est-à-dire que quelque part, ils ont trouvé un sens à leur vie. Et c'est leur manière de se réaliser. Donc ça, c'est pour moi la première perspective. L'entrepreneuriat est à la portée de tous. Non pas que vous soyez n'importe qui, hein, c'est pas ça que je suis en train de dire. Mais on n'a pas besoin d'être un Elon Musk pour démarrer des projets. Le deuxième mythe, c'est on n'a pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire pour démarrer. En fait, je ne sais pas si vous avez noté, mais ils sont toujours partis d'expériences qu'eux-mêmes avaient vécues, qu'ils ont généralisées en disant si moi j'ai ce besoin-là, probablement les autres peuvent avoir exactement le même besoin que moi. Et donc on voit que ce sont des projets qui partent finalement de la personnalité de l'entrepreneur, de son identité. Ils ne partent pas d'une opportunité idéale qui serait sur un marché quelque part. Ils partent d'un vécu et c'est de ce vécu qu'ils en déduisent des opportunités qui leur conviennent. Voilà. Ça me paraît être un élément clé. Le troisième élément clé qui démonte un mythe aussi, c'est de dire qu'il faut avoir normalement complètement défini son projet, avoir un business plan. Alors, le business plan, on en aura besoin s'il y a levée de fonds, bien évidemment, parce que les investisseurs ne comprennent que ce langage. Ceci dit, on voit à travers les exemples que vous nous avez donnés que c'est des projets qui se construisent de chemin faisant et sans avoir complètement défini l'intégralité du projet, mais juste la validation que la certitude dont vous étiez porteur, elle s'incarne dans des réalités humaines et qu'elle conduise en quelque sorte à une adoption. Voilà. Et le quatrième risque, c'est de considérer que les entrepreneurs sont en anglais, des risk takers, c'est-à-dire qu'en fait, c'est un amour du risque et donc c'est des gens qui sautent en parachute, voire peut-être même sans ventrale, sans parachute ventral. Et en fait, on s'aperçoit à travers vos 4 expériences que les prises de risque ne sont pas énormes. Elles sont... il y a des prises de risque, mais je pense que même traverser la rue, c'est une prise de risque. Donc la vie induit des risques, mais que j'observe qu'aucun n'a mis sa famille en danger. Et donc ça veut dire que quelque part, vous démontez ce mythe de l'entrepreneur fasciné par le risque. Certes, il prend des risques, mais il prend des risques en perte acceptable, sous-entendu, pas de quoi mettre en danger sa propre famille et sa propre vie. Voilà. Donc ça me paraît être intéressant à travers ces expériences. Alors, maintenant, de ces témoignages et de ces mythes, on peut en déduire des clés. Et donc, on a 3 clés à vous proposer. Et Quentin, peux-tu nous introduire la première clé? Oui, avec plaisir. Alors, la première clé, je vais aller dans le bon sens, c'est partir du certain et pas de l'incertain. Vous l'avez vu dans les questions qu'on a posées, elles n'ont pas été posées au hasard. On a vu que
les entrepreneurs, eh bien, ils réduisent l'incertitude par la création de bulles de certitude. Dans un contexte complexe, incertain, eh bien, ils travaillent sur ce qu'on appelle des zones de contrôle. Comme on l'a vu, Charles, il n'est pas parti d'une étude de marché. Il est parti de deux convictions. La consigne, elle a existé. Et deux, c'est un besoin, puisque les gens, ça les fait chier d'aller récupérer leur... Il a dit un gros mot. Oui, désolé. On ne reporte pas. Mais c'est vrai, quand même, ça fait chier. Alors, Clément, il était certain que sa femme souhaitait essayer de se mettre sur le vélo, mais sans devoir investir. Et de là, il s'est dit, il en a forgé effectivement une certitude que ça concernait potentiellement pas mal de monde. On verra que c'est une certitude aussi qui a été observée par Arnaud. Jérémy, il s'est appuyé sur sa propre expérience de jeune papa. On imagine, enfin, c'est fini maintenant les compotes, mais voilà, pour en déduire un manque à combler sur le marché. Il s'est dit, si moi je veux donner des bons produits et faire des compotes avec des produits frais, eh ben, il y en a d'autres. Et si on n'arrive pas à le faire, il y a quelque chose à faire. Et donc, Dominique, qu'est-ce qu'on peut en tirer un peu comme modèle là-dessus? Alors, moi, le modèle on va dire que vous détrônez, qui est le modèle dominant, de considérer qu'en fait, en général, on part par une hypothèse. L'hypothèse, c'est le contraire de la certitude. L'hypothèse, en général, elle se situe dans un futur lointain. Et donc, en général, les entrepreneurs visent un marché hypothétique et ils vont faire un essai-erreur. Sous-entendu, ben, ça va marcher ou ça va pas marcher. Et de cet essai, ben, voilà, c'est ce qu'on appelle le process essai-erreur. Alors que là, en l'occurrence, on peut voir que dans vos expériences, vous ne procédez pas par l'hypothèse, puisque l'hypothèse est incertaine par nature. Donc, vous ne partez pas de l'incertain, vous partez du certain. Et donc, c'est du certain, en consolidant de certain en certain que vous cheminez. Et donc, ce n'est pas du tout l'hypothèse essai-erreur. Et ça, je pense que c'est une grande trouvaille de dire que quelque part, la pensée dominante qui considère à définir une target lointaine et ensuite de rentrer dans une logique de rétro-planning à partir de cette cible hypothétique ne fonctionne pas parce que vous êtes plutôt dans une perspective de chaînage avant. En fait, les Anglais diraient le what next, c'est-à-dire que maintenant que j'ai vérifié cet élément de certitude, qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Donc en fait, on a inversé la logique du rétro-planning très cher au management de projet classique pour le remplacer par la capacité de consolider des états de certitude et d'avancer. Alors, certes, il y a de la surprise. D'ailleurs, on a vu que la surprise, elle pouvait être très bonne, puisque le Covid a développé certaines activités au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Mais toujours est-il que c'est vraiment les faits qui conduisent l'action et non pas les hypothèses. Et ça me paraît vraiment quelque chose d'important. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire par rapport à ça? C'est-à-dire que est-ce que l'on est pour autant dans un chaos dès lors qu'on n'a plus de rétro-planning, par exemple, à partir de l'hypothèse? Alors, on pourrait être tenté de dire que effectivement, le monde est chaotique, le monde est incertain, et alors c'est un peu l'idée de l'essai-erreur. Hein. On jette des dés, on fait des hypothèses, et puis bon, ça peut marcher. Je parie, ça ressemble un peu à une logique de casino, et en fait, non. C'est pas le chaos, c'est pas une marche au hasard. Il y a ce qu'on va appeler des bulles de certitude dans l'incertain, et l'entrepreneur, eh bien, il va partir de ça et il va l'amplifier progressivement. C'est vraiment, en fait, c'est s'appuyer sur ce qu'on appelle l'ordre implicite. En fait, on n'est pas dans le chaos. Il existe un ordre implicite. Il n'est pas évident, mais il est là. Et c'est là-dessus qu'on peut s'appuyer pour entreprendre de façon certaine dans un monde incertain. Voilà. C'est comme ça qu'on résout le paradoxe. Et on n'entreprend pas dans le chaos. Le chaos, effectivement, on a du mal, à mon avis, à y survivre. Et il faut espérer qu'on n'y rentre pas. Le hasard, pareil. Ça serait dommage qu'on soit dans le hasard complet. On est dans le complexe.
il y a des choses à repérer. Et je vais vous citer, faire un petit peu de poésie après avoir dit un gros mot. Je vais vous citer René Char qui dit « Nous sommes dans l'inconcevable, mais avec des repères éblouissants ». J'aime bien ces citations qui résument bien. Lui parle même d'inconcevable. Donc c'est pas chaotique, c'est même pas complexe, c'est que on peut même pas de toute façon concevoir l'étape. Et c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur le what next, le présent, le certain et le what next. Je la répète juste parce que je l'aime bien en plus. Nous sommes dans l'inconcevable, mais avec des repères éblouissants. Et ces repères éblouissants, eh ben, c'est ces certitudes, c'est ces bulles de certitude sur lesquelles il faut s'appuyer. Alors Dominique, tu peux peut-être nous révéler enfin cette deuxième clé tant attendue. Alors la deuxième clé, c'est fait est mieux que parfait. Voilà. À savoir, un progrès est plus facile à obtenir que viser l'idéal. Alors typiquement, on voit que par exemple Charles a commencé par une offre locale qui était très limitée. Clément a commencé par quelque chose qui était inconcevable, c'est une Google Sheet pour échanger du matériel. Et Arnaud a commencé à engager des parties prenantes autour de son projet Marketplace en mettant en relation des gens au sein d'une communauté privée, d'un réseau social. Pas besoin de développer une plateforme pour rendre concret le projet. Et enfin, Jérémy s'est appuyé sur ses compétences dans le digital pour concrétiser un premier site Internet. Alors, de quoi on peut encore... quels sont les enseignements qu'on peut tirer de cette idée de fait est mieux que parfait? C'est souvent, on est dirigé par ce que j'appelle la dictature de l'idéal. C'est un peu comme le positionnement de marché idéal. Je ne suis pas certain que vous soyez dans un positionnement de marché idéal. Vous êtes juste dans un marché qui vous rend heureux et qui rend service à des gens et qui vous fait vivre. Et donc, l'exigence de la perfection se traduit pour l'entrepreneur par je ne peux pas démarrer si je n'ai pas tout pensé. Et donc ça, c'est un frein à l'action. Et donc, qu'est-ce que ça génère, par exemple, Quentin, ce frein à l'action? Eh ben, ce frein à l'action, ce perfectionnisme, cette quête idéale, eh ben, ça engendre en fait de la procrastination puisque eh bien, on va repousser. Peut-être que Clément est tombé un peu là-dedans, dans ce cycle comme ça, de se dire, bah oui, on a une grande idée, on a un idéal et on veut aussi changer le monde, mais il faut démarrer par quelque chose. Il faut une première brique. Pour construire une cathédrale aussi, il faut une première brique. Bon, pour une cathédrale, il faut des plans. Mais en tout cas, pour construire des projets entrepreneuriaux, on peut démarrer avec une première brique qui peut être une Google Sheet, qui peut être un premier site, qui peut être une première réunion où on a fait venir des personnes qu'on connaît. Et c'est sur cette base qu'on va construire la maison, hein, puisque on l'a illustré avec une cabane qui est suffisante pour se loger et une maison qui est effectivement, voilà, c'est peut-être pas la maison idéale, mais en tout cas, voilà, qui se rapproche effectivement plus de l'idéal. Mais voilà, il faut démarrer par la cabane si c'est suffisant et pas se concentrer sur la maison et dire si j'ai pas la maison, je démarre pas. Voilà, et donc on a une troisième clé. Alors avant, on peut même effectivement préciser que c'est cette concrétisation en plus qui rassure l'entrepreneur, alors que la procrastination, ça fait qu'amplifier cette anxiété et elle devient de plus en plus grande et puis elle voilà, repousse ad vitam aeternam. Donc la troisième clé, Dominique, est-ce que tu peux nous en parler? Alors voilà, c'est se comporter en leader coopératif avec son écosystème. Donc c'est interagir avec les gens et les engager. On peut presque dire que c'est transformer une réalité subjective d'une perception pourtant bien réelle qui est votre certitude en concrétisation partagée de cette certitude qui vous habite. Clément, par exemple, a engagé progressivement des gens depuis Decathlon en s'appuyant sur l'écosystème interne. Et puis, il s'est tourné vers les entreprises. Dès lors qu'il répond à sa raison d'être, qui est la préservation et la valorisation des ressources, il est dans son axe. Charles a été confronté à des changements, notamment de format de bouteille. Il ne nous en a pas parlé tout à l'heure, mais dès lors qu'il a travaillé avec le B2B,
les magasins, en fait, demandaient des formats de bouteilles plus petits. Et donc, ce n'était pas les mêmes formats qu'il avait l'habitude de livrer directement chez la ménagère. Et donc, ça a bouleversé notamment l'écosystème, y compris le lavage des bouteilles, parce qu'il faut bien les laver. Donc, laver des bouteilles plus petites, c'est pas pareil que laver des grosses bouteilles. Arnaud, il a su ancrer et affirmer son rôle de connecteur, quel que soit le projet. Il peut donc créer un nouvel écosystème par son talent de connecteur. Et donc, en fait, son identité, c'est effectivement d'être un connecteur. Et Jérémy, il a su engager à la fois des petits acteurs et des gros à travers le cas Leclerc, qu'il a pu transformer en un point de contact. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on en tire d'un point de vue plus théorique, en quelque sorte, de ces témoignages? Le modèle, c'est qu'on croit qu'il faut effectivement tout penser avant d'agir, alors que c'est en s'engageant dans le projet, en concrétisant et en agissant qu'on révèle et qu'on agrège ces éléments de certitude. On les a effectivement au départ pour soi et ils deviennent partagés avec des clients, ils deviennent concrets et ils se développent ensuite. Là, j'ai une citation aussi qui peut illustrer ça. C'est une citation de Bergson qui dit, vous devez la connaître peut-être, « Penser en homme d'action et agir en homme de pensée ». Voilà, on n'est pas, c'est pas l'un, c'est pas l'autre. Il ne faut pas rester que dans l'action sans regarder ce qui se passe, ni agir et puis pas réfléchir. L'idée, c'est vraiment d'être un petit peu dans cette posture réflexive pour se rendre compte qu'en fait, il y a un schéma qui permet d'avancer dans la complexité. Et l'entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il révèle, il crée de l'information en interagissant avec les personnes qu'il rencontre. Ça n'existait pas au début. Il y a vraiment un aspect créatif. C'est par l'interaction, c'est par l'engagement des gens qui va développer son projet. Donc chaque engagement généré, c'est un élément de certitude supplémentaire que l'entrepreneur agrège pour concrétiser et développer le projet. Et les exemples, il y en a plusieurs. Ça peut être une précommande suite à une demande de modification. Imaginez, vous avez conçu un stylo rouge, vous allez chez le client, il vous dit « Super, le stylo, c'est vraiment ce qu'il me faut, mais moi, par contre, il me le faudra en noir. » Et bien là, qu'est-ce que peut faire un entrepreneur pour engager, pour se comporter en leader coopératif? C'est dire « Ok, pas de souci, moi, je vous le fais en rouge. Par contre, vous me faites la précommande. Vous vous engagez à m'en acheter 50, à compte ou pas à compte. En tout cas, je veux un engagement et moi, j'y vais et je vous les livre. » Et ça, c'est un comportement différent, par exemple, de l'adaptation. Parce qu'on peut avoir tendance à dire, OK, bon, c'est pas grave, vous inquiétez pas, je vais le refaire en rouge. Et puis donc, je vais faire potentiellement de la R&D, puis je vais revenir, puis mon client va dire, ah, mais non, mais finalement, en fait, c'est peut-être en vert que je le voudrais. Donc voilà, donc on voit bien que c'est pas un comportement adaptatif, c'est vraiment quand l'entrepreneur engage le client dans quelque chose qui n'existe pas encore et qui va le créer, ce stylo rouge partant du stylo noir, eh ben, il crée une nouvelle certitude. Et ça se passe avec les premiers salariés, avec les investisseurs, avec un cofondateur, tous ceux qui viennent s'agréger au projet, tous ceux qui viennent s'engager au projet au début, eh ben, ça fait partie de ce rôle de leader coopératif qui interagit avec son écosystème. On l'a très bien vu aussi avec Clément, qui a interagi dans tout l'écosystème Decathlon, qui a réussi à le faire sortir. On l'a vu avec Jérémy, qui a interagi avec Leclerc, qui a réussi aussi, d'abord avec les petits commerçants, puis avec un plus gros. Donc voilà, ça se développe comme ça. Et Dominique, tu as un exemple aussi qui est très intéressant. Alors, moi, je sais que j'ai plaisir à travailler des pédagogies un petit peu hors cadre, hors champ. Et j'ai un sujet pédagogique qui me tient à cœur, c'est le fait de dire que des personnes, on peut dire, jettent des matériaux parce qu'ils n'en ont plus l'usage et ils ne savent pas que d'autres pourraient en avoir l'usage. Et en fait, c'est justement source de remplir les poubelles. Et donc, en fait, je demande à des étudiants d'aller en ville et de revenir avec des engagements d'échange concrets. Alors, je vais vous donner un cas d'école qui m'a... Enfin, c'est un cas réel. En fait, ce n'est pas un cas d'école, c'est un cas réel. Mais ils sont aussi à l'école et c'est donc un groupe d'étudiants qui arrivent et qui
et qui voit en fait un jardinier professionnel qui est en train de tailler une haie. Et puis, en fait, ils avaient énormément, forcément, de déchets verts issus de la taille de la haie. Et les étudiants leur disent, mais qu'est-ce que vous faites de ces déchets verts? Et il dit, ah, vous savez, actuellement, on est obligé de le mettre en décharge. On n'a pas le droit de le brûler, bien évidemment. Donc, en fait, un dépôt en décharge, puisque nous, on est professionnels, on n'est pas comme un particulier. On a à payer 90 € la tonne. Et il dit, ça fait plusieurs années qu'on cherche des gens qui voudraient ces résidus-là, ces déchets verts, et on n'en trouve pas. Les étudiants vont chez l'agriculteur d'à côté, qui recherche ce qu'on appelle du BRF, en fait c'est du broyat, hein, très utile puisque justement on a des problèmes de sécheresse récurrente. Et maintenant, il y a un système de livraison gratuit de broyat qui s'opère entre les jardiniers professionnels qui veulent ne pas avoir à payer de taxes de dépôt en décharge et leur livre directement chez les personnes qui veulent du broyat pour faire leur culture. Et ça, c'est un système de livraison gratuite qui a été mis en place par des étudiants de Schema. Voilà, donc c'est juste pour dire que on s'aperçoit que cette information-là, elle n'était pas issue d'une étude de marché, elle a été issue d'une rencontre réelle physique d'étudiants qui rencontrent un artisan qui est un jardinier professionnel. Il découvre une information qu'il n'avait pas et de là naît à l'échelle de la commune un système de livraison gratuit chez vous de broyat. Voilà. Et ça, c'est pas de l'étude de marché, c'est du réel, c'est du concret et c'est né de l'interaction. Voilà. Donc ça nous paraît extrêmement fort et expérimentable par n'importe qui en fait. Eh ben, on va arriver au moment de conclure et puis on pourra réinviter les témoins ensuite pour le question-réponse. On va faire une rapide conclusion. Alors, comment on peut conclure ça? Eh bien, c'est qu'on a vu déjà ce soir 4 exemples d'entrepreneurs qui sont très différents. Et Dominique, donc, qui observe, alors qui les observe pas eux spécifiquement depuis 20 ans, enfin quoi que vous le saviez peut-être pas, mais il les observe depuis 20 ans. Enfin, il observe des entrepreneurs depuis 20 ans et il a réussi à dégager effectivement une trame commune. Et donc la bonne nouvelle, c'est que c'est documenté, ça a été documenté et ce que vous devez retenir, c'est qu'entreprendre, ça se décode et vous pouvez le reproduire. Et donc, Dominique, comment tu t'y es pris? Comment tu as réussi à les espionner depuis 20 ans sans qu'ils s'en rendent compte? En fait, j'ai noté des comportements spécifiques, notamment le fait que des entrepreneurs partent du certain, comme on l'a dit tout à l'heure. Et donc, en gros, on a beaucoup d'entrepreneurs qui agissent sans tout planifier et sans pour autant procéder à une marche au hasard. Et donc, depuis 20 ans, j'en ai tiré 6 méthodes. Et ce soir, en fait, on ne vous a pas présenté ces méthodes, mais on vous a présenté 3 clés fondamentales qui, en fait, sont inscrites dans ces méthodes et qui engagent une réflexion autour d'informations certaines et en fait tout ce qu'on a pu voir auparavant. Est-ce que, Quentin, tu pourrais nous rappeler la première clé qu'on a vue ensemble? Ouais. Donc, la première clé, c'est que c'est vos certitudes et pas vos hypothèses qui doivent guider votre action. Et pour ça, pour un moyen mnémotechnique, c'est se rappeler de saint Thomas, ne croyez que ce que vous voyez. C'est sur cette base que vous devez agir. Et c'est ça, partir du certain pour agir dans l'incertain. Dominique, tu peux nous rappeler la deuxième peut-être? Alors, la deuxième, c'est concrétiser vos idées avec ce que vous avez sous la main, même une Google Sheet. N'attendez pas la solution idéale, qui sera toujours une bonne excuse pour ne pas concrétiser votre projet. C'est ça le concept, fait est mieux que parfait. Et Quentin, la dernière? Alors, la dernière, c'est que ce n'est pas seulement vous ou les autres, mais c'est vous et les autres. Et c'est à partir de ce moment-là que l'ouvrage devient collectif. Ce qu'on peut retenir, c'est que rien ne se passera sans vous, mais rien ne se passera non plus sans les autres. Et c'est ça qu'on appelle se comporter en leader coopératif avec son écosystème. Alors Dominique, est-ce que tu peux nous dire dans quel cas utiliser ces méthodes? Alors, ces méthodes, en fait, on les utilise quand on est confronté à des problèmes complexes
quand on souhaite innover, ce qui est votre cas, quand vous souhaitez créer une activité ou la réinventer. Vous pouvez découvrir ces méthodes utilisées par les entrepreneurs experts grâce aux livres illustrés qu'on va publier. Ces méthodes, elles ont été éprouvées, certaines depuis de très nombreuses années, et nous avions à cœur de les rendre accessibles au plus grand nombre. Nous avons choisi d'en faire un livre. Et nous vous invitons à vous inscrire pour recevoir des extraits gratuits de ce livre. Quentin, un dernier mot? Alors, 3 mots. Alors, rejoignez-nous, lancez-vous et changez le monde avec nous.